Il est 8 h ici à Paris. 8 h à Bruxelles. Bonjour Pauline. Bonjour Damien. Et bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le 1er janvier, la France prendra la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Quelles sont les ambitions d'Emmanuel Macron pour l'Europe? Le président donne une conférence de presse ce jeudi devant une centaine de journalistes. L'occasion également pour celui qui ne s'est pas encore déclaré candidat à la présidentielle d'afficher ses propres ambitions. Nous ferons le point avec notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Bonjour Alix et à tout de suite. Cette question au Burkina Faso, qui remplacera Christophe Diabiré? Le Premier ministre a présenté sa démission hier après plusieurs semaines de manifestations. La population pointait du doigt l'incapacité du gouvernement à lutter contre les attaques djihadistes récurrentes dans le pays. Le Royaume-Uni déploie son plan B pour lutter contre le Covid-19. Désormais, le pass sanitaire sera obligatoire dans les lieux à forte affluence. Boris Johnson demande également à la population de privilégier le télétravail à partir de lundi. L'obligation du port du masque va être élargie. Des précisions seront données dans les prochains jours. Merci Pauline. Voilà pour nos titres. Paris Direct, ce n'est pas que le journal, c'est aussi l'invité du jour. Et on va parler là aussi de Covid-19. Nous recevrons l'historien des sciences Guillaume Lachenal avec cette question au bord des lèvres qu'on se pose tous. Comment comprendre l'évolution du Covid-19? Peut-être en observant les pandémies passées, mais vous verrez que les réponses ne sont pas si simples. L'étude de la grippe espagnole, par exemple, ne va pas nous dire comment sortir du Covid, mais peut-être nous donner des indices. Rendez-vous dans un quart d'heure après votre journal, Pauline. Aujourd'hui à 16 h, heure française, Emmanuel Macron se prêtera au jeu des questions d'une centaine de journalistes. Une conférence de presse d'une envergure inédite depuis 2019. Le président devrait tracer les grandes orientations de la présidence française de l'Union européenne. Elle débutera le 1er janvier. Une prise de fonction dans le contexte particulier de la campagne présidentielle. Alix Le Bourdon, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Alors, quels sont les dossiers, Alix, sur lesquels la France veut avancer en priorité ? Eh bien, Emmanuel Macron a déjà donné un avant-goût de ses priorités pour cette présidence tournante de l'Union européenne en début de semaine, avec au cœur de ses objectifs l'idée de construire une Europe plus souveraine et surtout plus active sur les questions de défense. Alors ça, on le sait, l'autonomie stratégique de l'Union européenne, c'est un sujet très cher à Emmanuel Macron. L'autre gros dossier qui attend la France pour cette présidence tournante, c'est la question migratoire, avec une réforme de l'espace de libre circulation de Schengen. Alors on sait, ça c'est une question explosif parmi les 27 qui les divise depuis longtemps. Et puis parmi les autres objectifs de la France, il y a le salaire minimum européen, la régulation des plateformes numériques et sans doute aussi la taxe carbone aux frontières. Alors beaucoup ici à Bruxelles comptent sur la France pour avancer sur certains gros dossiers comme la boussole stratégique. Ça, c'est justement un document qui pose les bases de l'Europe de la défense, et un diplomate confiait que si la France ne parvenait pas à avancer sur ce dossier, il ne voyait pas quel autre État membre pourrait avancer sur cette question. L'agenda est donc très chargé pour cette présidence tournante française de l'Union européenne, avec plusieurs sommets et des dizaines de réunions organisées en France, en plus des réunions formelles ici à Bruxelles. Et puis le tout regroupé plutôt en début de présidence, puisque vous l'avez dit, ensuite arrivera très vite la campagne présidentielle en France. Oui, justement, bonjour Alix. Comment assurer cette présidence tournante française entrecoupée de ce rendez-vous électoral ? Eh bien, c'est l'exercice très compliqué auquel va devoir se livrer Emmanuel Macron à partir du 1er janvier. Il faut savoir qu'une présidence tournante, ce sont des centaines de réunions, et puis c'est surtout l'occasion pour un État membre d'imprimer de sa patte l'agenda européen. Mais pour cela, il faut réussir à trouver des consensus à 27, ce qui est compliqué et ce qui demande beaucoup d'énergie. Alors la crainte de certains ici à Bruxelles, c'est de voir arriver à la tête de l'Union européenne un candidat en campagne plutôt qu'un président. Et d'ailleurs, la France avait la possibilité de reporter de 6 mois cette présidence tournante de l'Union européenne. Elle a choisi de ne pas le faire, et c'est une erreur pour certains, puisqu'une présidence tournante, ça demande de la disponibilité, et puis parce que ça peut également créer de la suspicion parmi les autres délégations qui craignent finalement que les questions nationales prennent le pas sur l'agenda européen. Alors on peut se demander si cette configuration sera à l'avantage d'Emmanuel Macron. Pour beaucoup, c'est
C'est qui tout double, soit cette présidence tournante de l'Union européenne éloigne Emmanuel Macron de la campagne et joue en sa défaveur, ou au contraire, cette présidence lui permet de mettre en avant des idées clés de son programme, puisque les questions européennes, on le sait, sont très importantes pour Emmanuel Macron. Alix Le Bourdon, depuis Bruxelles, pour France 24. Merci Alix. Et puis pour suivre le discours d'Emmanuel Macron à 16h, heure de Paris, c'est bien sûr sur notre antenne tout à l'heure. Ce sera une conférence de presse, vous le disiez, qu'on suivra sur notre antenne en direct, une édition spéciale. Ce nouveau tour de vis de l'autre côté de la Manche afin de lutter contre la propagation du variant Omicron au Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le retour conseillé au télétravail dès lundi. Pour la première fois, le passeport vaccinal est introduit en Angleterre pour accéder aux discothèques et à tous les lieux de plus de 10 000 personnes. Écoutez. Il est de plus en plus évident qu'Omicron se développe beaucoup plus vite que le précédent variant Delta et qu'il se répand rapidement dans le monde entier. À partir de ce vendredi, nous étendrons l'obligation légale de porter un masque dans la plupart des lieux publics ouverts, y compris les théâtres et les cinémas. Nous rendrons également le pass sanitaire obligatoire pour entrer dans les boîtes de nuit et les lieux où se déroulent de grands rassemblements, ceux qui accueillent plus de 500 personnes en intérieur, ceux qui accueillent plus de 4000 personnes en extérieur et tout type de lieu accueillant plus de 10 000 personnes. Le variant Omicron se propage très vite au Royaume-Uni, comme l'a expliqué Boris Johnson. Le nombre de cas semble doubler tous les 2 ou 3 jours. Et c'est ce qu'a confirmé hier l'Organisation mondiale de la santé. Omicron est très contagieux, mais provoque des symptômes moins sévères que le variant Delta. Bilal Tarabé. Un variant qui se transmet beaucoup plus vite, mais qui est moins dangereux. C'est ce qu'observent des scientifiques en Afrique du Sud, là où a été découvert le 14 novembre dernier le variant Omicron. Nous voyons beaucoup de gens qui ont été infectés par le variant Omicron, mais qui sont moins malades. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'en 10 jours, nous sommes passés dans ce pays de 260 cas par jour à 12, 13, 14 000 cas par jour, mais sans mettre les services de réanimation sous pression. Un constat à prendre avec prudence pour l'Organisation mondiale de la santé. Les premières études qui remontent d'Afrique du Sud suggèrent un risque accru de réinfection avec le variant Omicron. Mais il nous faut plus de données. Il y a aussi des preuves que le variant Omicron provoque des symptômes moins graves que le variant Delta, mais là encore, il est trop tôt pour pouvoir l'affirmer avec certitude. Tandis que la découverte du variant Omicron déclenche le retour de restrictions à travers le monde, les laboratoires Pfizer-BioNTech affirment que leur vaccin reste efficace. Nous sommes ravis de vous informer que 3 doses du vaccin actuel induisent un niveau de protection robuste. Là encore, l'OMS appelle à la prudence. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce dont on a vraiment besoin maintenant, c'est un effort de recherche coordonné pour ne pas sauter sur des conclusions après chaque étude. Pfizer-BioNTech s'appuie sur une nouvelle étude, mais les laboratoires ne l'ont pas rendue publique. Les laboratoires américains et allemands annoncent par ailleurs poursuivre la mise au point d'un vaccin spécifique contre Omicron qui pourrait être disponible d'ici le mois de mars. Au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Dabiré et son gouvernement ont démissionné. Ils n'auront pas résisté à la pression de la rue. Elle dénonçait depuis plusieurs semaines leur incapacité à lutter contre les attaques djihadistes récurrentes dans le pays. Fin novembre, le président burkinabé avait déjà laissé entendre qu'un remaniement était imminent. Bilal Tarabé. C'était le 27 novembre dernier. Derrière une banderole « Sauvons le Burkina Faso », la population réclame des comptes au gouvernement. Accusé de négliger les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, envoyée au front contre les djihadistes. Environ 15 jours plus tôt, une attaque djihadiste contre un détachement de gendarmerie à Inata, dans le nord du pays, avait fait plus de 50 morts. Si les FDS ne peuvent rien dire, nous les épouses, nous allons sortir pour dire à ce gouvernement qui envoie nos maris de façon injuste à l'abattoir. C'est donc finalement le Premier ministre burkinabé qui a fait les frais de la colère de la population. Christophe Dabiré a présenté sa démission ce mercredi, entraînant celle de tout son gouvernement qui reste chargé de gérer les affaires courantes
jusqu'à la nomination du prochain exécutif. Après la tuerie d'Inata, le président Kaboré, lui aussi visé par la colère d'une partie de la population, avait sous-entendu la possibilité d'un remaniement à venir. Oui, j'ai compris votre message, qui nous invite à un changement de paradigme. Ici, c'est une manifestation contre un convoi de l'opération Barkhane qui a dégénéré. Les Burkinabés, excédés par les violences djihadistes, sont en colère contre leur gouvernement, mais aussi en colère contre les forces françaises. Depuis 2015, ces attaques djihadistes ont fait environ 2000 morts et déplacé près d'1,5 million de civils. La politique en France, hier, Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la présidentielle, a fait une annonce surprise. Elle a proposé que soit organisée une primaire de la gauche. L'objectif, créer une dynamique électorale à gauche. Je prends mon risque, a-t-elle expliqué. Mais à peine proposée, la primaire a été rejetée par bon nombre de candidats à gauche. On fait le point avec nos confrères de France 2. C'est une annonce surprise faite par Anne Hidalgo hier soir. Ma responsabilité, je la prends ce soir et je dis organisons une primaire de la gauche. Je sais que si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n'y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays. Une candidature unique à gauche, la socialiste s'y disait encore opposée le matin même. Mais après l'annonce, Arnaud Montebourg, lui aussi à la peine dans les sondages, approuve. Derrière chaque moi-je, il y a la victoire de Le Pen. Et moi, j'ai décidé d'abandonner le moi-je et d'aller chercher le nous. Une proposition rejetée en bloc par les autres candidats. La primaire a déjà eu lieu et le candidat, c'est Yannick Jadot, estiment les écologistes. Fabien Roussel est candidat et le restera, martèlent les communistes. Même refus chez les Insoumis. Si une primaire ne peut pas fonctionner, c'est justement parce que derrière les candidats, il y a des programmes. Et des programmes qui sont aujourd'hui fort différents. François Hollande, lui non plus, n'y croit pas. Ça aurait dû être préparé depuis très longtemps, ça ne s'improvise pas. Donc je ne crois pas qu'il sera possible d'avoir une candidature unique de toute la gauche. L'entourage d'Anne Hidalgo espère pouvoir organiser cette primaire au mois de janvier. Du football à présent avec cet exploit des joueurs lillois lors de la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le club français a terminé en tête de son groupe en battant Wolfsburg hier soir. C'est une première pour le LOSC. Le club rejoint le PSG en 8e de finale. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Jocelyn Gourvenec. C'est un moment très important dans l'histoire du club. On est effectivement fiers de ça, fiers de pouvoir offrir à notre public, à tous nos supporters, à tous les membres du club, les salariés, les bénévoles du club qui suivent l'équipe depuis très longtemps, d'offrir un 8e de finale, un retour à domicile puisqu'on finit premier. Et quel que soit le tirage qu'on aura lundi, c'est de toute façon une opération qui marquera l'histoire du club. Le FC Barcelone a lui pris une grosse claque hier. Il a été éliminé sur la pelouse du Bayern Munich. Le score final 3-0. Cela faisait 20 ans que le club n'avait pas été éliminé à ce stade de la prestigieuse compétition européenne. Voilà, et puis l'image de Lyon également. Les Lyonnais avaient le sourire hier puisqu'ils ont renoué avec la fête des Lumières. Ils sont des milliers à avoir bravé le froid pour profiter du spectacle. L'année dernière, je vous le rappelle, l'événement avait été annulé en raison du Covid.